Mesdames et messieurs, bienvenue dans Dossier spécial. Comme vous le savez, dans cette émission, on vous plonge au cœur de la législation minière en République démocratique du Congo. Dans cette émission, il n'y a rien qui vous semblera flou. Et dans cette émission, on s'intéresse à la fois aux spécialistes. Ici, quand je parle des spécialistes, je vois toutes les parties prenantes, organisations de la société civile, je vois organisations internationales, je vois l'administration minière, je vois tous les organismes spécialisés, toutes ces personnes qui ont l'expertise en termes du secteur minier. Nous vous intéresserons dans cette émission et il faut ouvrir grandement les oreilles pour nous écouter parce que il y a des choses que nous allons dire, peut-être ça peut être sujet à débat. Nous allons débattre en tant qu'experts. Nous nous intéresserons également dans cette émission, mesdames et messieurs, à toute la population congolaise. Parce que, admettez-vous, les législateurs congolais ont mis en place une législation aussi importante. Nous avons la loi dont question. Mais curieusement, la population ne s'y intéresse pas. Nous nous posons la question, comment on peut avoir un pays aussi riche en termes de ressources minières, mais avoir une population aussi complètement désintéressée d'un secteur aussi stratégique, d'un secteur aussi important? Ça, c'est la question que nous nous posons. Voilà pourquoi nous nous disons, il y a une remise en question. Si vous êtes expert dans les secteurs miniers, mesdames et messieurs, il est important de simplifier la matière et de la rendre accessible à cette population qui a tant besoin d'apprendre, qui a tant besoin de connaître. Mais généralement, il y a des termes, il y a des concepts qui les dépassent et qui ne lui donnent pas envie, qui ne lui donnent pas la possibilité de s'intéresser à ce secteur qui est aussi important. Voilà pourquoi dans cette émission, on a cette double mission, à la fois de nous adresser aux experts, c'est-à-dire à toutes les parties prenantes de ce secteur minier, et de nous intéresser, pourquoi pas, aux communautés locales et aux ayants droit et à la population congolaise dans son ensemble. Mesdames et messieurs, c'est ça la finalité de l'émission Dossier spécial. Des fois, nous serons un peu plus haut quand on parle aux experts. Nous allons simplifier les choses quand nous allons parler aux communautés locales, quand nous allons aborder certaines matières qui intéressent au plus haut point les communautés locales. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé du contrat d'amodiation, c'est vrai, la matière était un tout petit peu haute, mais nous nous sommes battus pour alléger la chose. Du côté des experts, ils comprennent quand on parle du contrat d'amodiation, ils sont en train de comprendre. Est-ce que les Congolais lambda, est-ce que la communauté locale est en train de comprendre c'est quoi un contrat d'amodiation? Alors que ce contrat est important parce que le droit qui est soumis à ce contrat d'amodiation va être opérationnalisé dans une communauté, dans un périmètre qui se trouve dans une communauté, et cette communauté sera impactée par les projets miniers, d'où la communauté a tout intérêt à comprendre ce que les experts sont en train de dire de façon un tout petit peu élitiste. Voilà pourquoi nous vous conseillons de temps en temps des dossiers spéciaux de rester avec nous, parce qu'ici, nous parlons d'un domaine stratégique, c'est-à-dire le domaine minier qui est très important, et nous lançons également un message à l'administration minière dans son ensemble. Ici, nous adressons un message au ministère des Mines, à son titulaire, c'est-à-dire le ministre des Mines ou Madame la ministre des Mines, de tout faire pour faire à ce que le code minier soit mis soit vraiment un code à la portée de la communauté. C'est important. Au secrétariat général des Mines, même exercice, faites un effort avec toutes vos directions possibles. Ici, je pense à la direction des mines, je pense à la direction des géologies, je pense à la direction des questions environnementales. Toutes ces directions, tout ça, doivent tout faire pour que chacun ou chacune des directions, en ce qui les concerne, en ce qui concerne les matières prévues pour elles, que ce soit dans les règlements miniers, que ce soit dans les codes miniers, que ce soit des matières qui doivent être simplifiées et qui doivent être mises à la portée de la population. Ici, j'insiste, c'est très important. Parce que la direction des mines a une compétence qui est très importante, parce que l'objet de la direction des mines est très capital, parce que faire de l'observation, ce n'est pas donné à tout le monde. Ici, je pense également à tous les services spécialisés. Je pense
au cadastre minier, je pense au SAEMAP, je pense au CEC, et tous ces services spécialisés FOMIN et ainsi de suite, ce sont des services qui ont un job description qui est très important, mais dans l'objet, il doit fournir un maximum d'efforts d'intéresser la population à tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, in fine, c'est la population qui doit être bénéficiaire de tout ce que vous serez en train de faire sur les plans techniques. Hier, je parlais de l'instruction cadastrale. Hier, je parlais de l'instruction environnementale. Vous allez vous rendre compte que quand on fait de l'instruction cadastrale, c'est vrai, le cadastre minier est en train de travailler sur les périmètres en voyant les droits miniers qu'on va octroyer aux titulaires. C'est vrai. In fine, c'est la population qui sera bénéficiaire. Parce que si le cadastre minier valide tout ce qu'il est en train de faire en termes d'instruction, si au niveau de l'Agence congolaise de l'environnement, on valide avec la direction de l'environnement minier, avec le FNPSS, tous ces services-là, si on valide, mesdames et messieurs, c'est la population qui sera bénéficiaire. Vous comprenez qu'aujourd'hui, nous pouvons tout dire, nous pouvons tout faire. En ce qui concerne le domaine minier, nous devons tout faire pour que la population, j'insiste, pour que la population ait de la connaissance, soit bien formée et suive de près ce qui est en train de se faire sur le plan de l'expertise. Ne pas le faire, c'est prendre des décisions pour nous sans nous. C'est prendre des décisions contre nous. Et là, ça n'existe pas. Et nous, dossier spécial, nous faisons un effort de prendre toute la matière qui est technique, de la simplifier et de la rendre accessible à toute la population. Nous projetons des vidéos, nous projetons des photos pour que tout le monde puisse avoir de la connaissance. Mais ce que nous faisons, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais je crois que les gens qui ont beaucoup plus de moyens, notamment l'administration minière, notamment les industries extractives, ils ont tout intérêt à impliquer la population. Et ça, c'est le travail que nous sommes en train. Vous avez tout intérêt à impliquer la population. Et je rappelle à cette population pour qui je suis en train de me battre, de nous écrire à ce numéro qui est affiché au bas de votre écran, c'est les 081 452 77 76. À ce numéro, on exige une seule chose, nous envoyer un message, soit WhatsApp, ou nous envoyer un message normal. Comme ça, chaque matin, quand on va se présenter, on aura l'obligation de lire vos messages et de poser toutes les questions pertinentes que vous allez nous poser. Et dans la mesure du possible, nous allons répondre à toutes vos questions. Alors, hier, j'avais promis que nous allons revenir sur les endroits. Nous allons parler également, on va expliquer en quelques minutes c'est quoi un carré minier. Nous allons expliquer également c'est quoi une carte de retombe minière. On va expliquer ça en des termes simples et nous allons revenir sur d'autres questions qui nous ont été posées. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, notamment qu'est-ce qu'on attend par mutation. C'est vrai, on avait déjà parlé sur les contrats d'amodiation. Aujourd'hui, nous allons parler également sur la mutation. C'est important parce que d'un côté l'amodiation et de l'autre côté la mutation. On va en parler, ne vous en faites pas, il n'y a rien de si grave que ça. Et à part la question relative à la mutation, nous allons parler également sur les obligations du titulaire des droits miniers et des carrières. Il y a des obligations qui sont prévues dans les codes miniers. Nous allons également en parler parce que c'est extrêmement important. Alors, on commence l'émission par une question qui nous a été posée avant-hier. Qu'est-ce que le code minier entend par ayant droit? C'est une question, à mon avis, qui est très importante. Comme je l'ai dit, si vous avez votre code, il ne faut pas appeler, envoyez-nous juste un texto. Hein, juste un texto ou nous envoyer un message WhatsApp parce que nous sommes en ligne. Nous allons carrément lire les messages. Alors, je vous amène rapidement au titre premier. Là, on parle de généralités, mais ce qui est important dans les généralités sont des définitions. On va ensemble comprendre, parce que moi, le plus important, c'est que vous puissiez avoir également votre code avec vous. Nous travaillons ensemble, les codes miniers, vous devez l'avoir, je dois l'avoir sur les plateaux, comme ça nous allons les mettre sur la même longueur d'onde. Ici, nous sommes en train de faire la promotion de la législation minière, tel est notre devoir. Alors, le point 5, ça nous parle de ayant droit. Quand on dit ayant droit, en d'autres termes, c'est tout simplement
Par exemple, là, vous êtes en train de voir, mais Julio, ce panneau-là est trop grand, voilà. On est dans une concession, on vous montre un panneau qui y a l'interdiction de circuler, c'est interdit aux véhicules, c'est interdit à tout ce qui est motocycle. Et on vous dit ceci, sauf ayant droit, n'est-ce pas? Pourquoi on dit sauf ayant droit? Parce que c'est une concession qui est réservée et personne ne peut y accéder comme il veut. Mais c'est seulement les ayants droit. C'est vrai, c'est un concept que tout le monde en parle, mais ici nous sommes dans un domaine précis. Nous sommes dans les domaines miniers ou dans les secteurs miniers si vous voulez. C'est quoi l'entendement du législateur minier en ce qui concerne l'ayant droit? Un ayant droit, c'est une personne physique, ce n'est pas une personne morale. C'est une personne physique des nationalités congolaises ayant la jouissance du sol en vertu du droit coutumier de toute personne physique ou morale occupant les sols en vertu d'un titre foncier. Donc, vous devez être d'abord une personne physique de nationalité congolaise. Vous avez la jouissance du sol en vertu du droit coutumier. Ça, c'est la première assertion. Vous voyez, par exemple, toutes ces personnes que vous êtes en train de voir, qu'on peut appeler en d'autres termes communauté locale, ce sont des personnes qu'on appelle ayant droit dans un périmètre minier. Ces gens ont la jouissance de ces sols en vertu du droit coutumier. Ok? Alors, et il y a aussi des personnes physiques ou des personnes morales qui occupent les sols en vertu d'un titre foncier. Vous comprenez? Alors quand on parle du fond, c'est les sols aussi. Les titres fonciers, ça vous donne la possibilité d'être également appelé ayant droit. L'équina cadastre, pesi au titre, au comipé ayant droit. Parce que titre foncier, et je possibilité. Mais droit coutumier aussi, ça te donne la possibilité d'être appelé ayant droit. Avec les droits coutumiers dont vous jouissez, vous avez la possibilité de jouir de cette portion de terre. Je donne un exemple, nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. Vous êtes par exemple dans la commune de Makala, ok? En vertu du droit coutumier, vous avez la possibilité de jouir de ces sols de la commune de Makala. Ok? Il peut se faire aussi que quelqu'un qui ne jouit pas du droit coutumier, c'est-à-dire qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas peut-être la même coutume, qui n'a pas la même langue que les gens, c'est un exemple, que les gens qui habitent la commune de Makala, mais il vient, il achète un terrain à Makala, on lui donne un titre foncier, en vertu de ces droits ou de ces titres fonciers qu'on lui donne pour habiter la commune de Makala, c'est aussi un ayant droit. Ça peut être une personne morale, une entreprise qui vient dans la commune de Makala, qui achète des terrains à Makala, qui s'installe à Makala. On lui donne un titre foncier. En vertu de ce titre-là, il peut aussi être appelé ayant droit. Donc vous comprenez que ayant droit, c'est d'abord une personne physique qui jouit du sol en vertu du droit coutumier. Là, nous sommes dans les zones d'opérationnalisation minière ou dans les zones d'exploitation minière. Un ayant droit. Et ça peut être aussi une entreprise minière qui vient acheter un terrain dans une concession et ce terrain, on lui donne un titre foncier, il peut aussi être appelé un ayant droit. Quelqu'un
qui ne jouit pas du droit coutumier, mais qui quitte Kinshasa, qui va par exemple en Fungurume, qui achète un terrain, en vertu de ses titres fonciers, il peut aussi être appelé un ayant droit. Donc, l'ayant droit, c'est ça. Dans les secteurs miniers, c'est ça l'entendement du législateur en ce qui concerne ayant droit. Il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame là-dedans. L'ayant droit peut ou ne pas être comparable à une communauté locale. Parce que dans la communauté locale, on fait appel à la tradition, on fait appel au clan, n'est-ce pas? On fait appel aux valeurs ancestrales également. Et vous allez vous rendre compte que dans la communauté locale, on extirpe tout ce qui a entendement de la personne morale. Là, c'est plus des personnes physiques. Donc tout ça, ce sont des petites notions importantes qu'il faut maîtriser et qu'il faut connaître si vous voulez aller dans les secteurs miniers. Alors, en dehors de ça, je dis que nous allons parler également des carrés. Généralement, dans la ville-province de Kinshasa, à un certain moment, tout le monde parlait, je peux avoir mon petit carré minier. Alors là-bas, je peux avoir, tel politicien, il a son petit carré quelque part, tel, il a un carré quelque part. C'est vrai. On peut en parler en langage courant, mais c'est important parce que c'est un langage également technique. Techniquement parlant, un carré minier a son sens. Et le sens, ce n'est pas un sens qui peut être donné ni par les ministères, ni par les directions de l'administration minière, ni par les services ou organismes spécialisés, ni par un expert indépendant, ni par un expert international. Ça ne peut être donné que par les législateurs. Je l'ai toujours dit, quand les législateurs donnent la matière et cette matière devient opposable à tous après avoir été publiée au journal officiel et puis promulguée par les chefs de l'État, on ne peut pas faire quoi que ce soit, à moins qu'on y retourne et dire aux législateurs s'il y a moyen de réviser. Ce que les législateurs disent, nous devons en être soumis. Nous ne pouvons pas avoir nos propres définitions et en imposer tout le monde. Non. Si vous avez votre propre définition des carrés, mais dans le secteur minier, les législateurs congolais ont donné une définition claire en ce qui concerne un carré. Les carrés miniers, mesdames et messieurs, dans le secteur minier, c'est une unité cadastrale. Vous allez comprendre, c'est une unité cadastrale minimum octroyable. Des caractères indivisibles, délimités par la recherche, délimités par les méridiens et les parallèles des systèmes de coordonnées de la carte, des retombes minières ayant une superficie de 84,95 hectares. Ça, c'est un carré. Et l'autre fois, je parlais, Jules peut nous montrer juste là où on montre un peu de très loin l'exploitation minière. Vous allez vous rendre compte que c'est un carré. C'est-à-dire les carrés, vous pouvez les retrouver dans un périmètre. Et dans ce périmètre, si vous avez un carré, vous avez la possibilité d'avoir, dans un périmètre, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir plusieurs carrés. Voilà, par exemple là, nous sommes dans un carré. Et c'est 84 hectares. C'est beaucoup. Donc, vous pouvez avoir plusieurs carrés dans un même périmètre. Donc, les carrés, c'est une unité cadastrale. Si vous allez au cadastre minier, je vous encourage d'aller au cadastre minier, c'est là où, en fait, on va vous expliquer en des termes beaucoup plus simples c'est quoi un carré. C'est-à-dire, je disais que pour les spécialistes, un carré, c'est une unité cadastrale qui a une superficie de 84,95 hectares. Ça, c'est un carré minier. Et dans un périmètre minier, vous pouvez avoir autant de carrés miniers. Et c'est important. Et lorsque nous allons approfondir la matière un peu plus loin dans d'autres émissions, vous allez comprendre l'importance d'un carré. Parce que, en ce qui concerne la notion d'empiètement, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas empiéter sur des carrés miniers au même moment. La notion d'empiètement, c'est une notion qui est très importante. Et je pense que sur cette notion d'empiètement, c'est là que le cadastre minier fait un travail de fond. Et je l'ai dit dans d'autres émissions, si le cadastre minier doit faire un bon travail, le cadastre minier doit avoir les moyens qu'il faut. C'est vrai, ils ont des moyens, mais il faut les rajouter
davantage de moyens parce que ça évitera à la République démocratique du Congo des scandales. Parce qu'en amont, lorsque le cadastre minier est en train de faire l'instruction cadastrale, vous allez vous rendre compte qu'ils vont se baser sur les périmètres miniers. Et je le dis, dans un périmètre minier, vous pouvez avoir autant de carrés et la notion d'empiètement peut se faire à ce que vous avez un droit minier plus un autre droit minier qui s'empiète. Ça veut dire lorsque les deux droits miniers s'empiètent, en d'autres termes, les carrés miniers sont en train de s'empiéter. Carré minier de Raymond empiète les carrés miniers de Tichik et ainsi de suite, ça pose problème. Et au niveau du cadastre minier, on doit se rendre compte, est-ce que tel droit minier est en train d'empiéter l'autre à hauteur de 25%. Si déjà à hauteur de 25% vous empiétez l'autre demande qui vient ultérieurement doit être karma rejeté. Donc ça c'est un travail de fond, un travail important qui est en train d'être fait. Et je me dis en âme et conscience que c'est important d'appuyer ces services spécialisés. Donc vous avez compris qu'un carré c'est une unité cadastrale qui mesure au moins 84,95 hectares. Comprenez ça de cette façon-là, et là, vous aurez moins de problèmes. Et dans un périmètre, vous pouvez avoir autant de carrés, mais à condition que chaque carré puisse respecter les nombres d'hectares dont je viens de dire. Et il y a des spécialistes, notamment la direction des géologies, si je ne me trompe pas, dans la direction des géologies, on suit de près les différentes dimensions des carrés miniers pour ne pas permettre aux titulaires des droits miniers d'en abuser. Parce que quelqu'un peut aller faire de la recherche dans un carré qui dépasse la dimension. Et lorsque vous avez un carré qui dépasse la dimension, automatiquement, que vous le vouliez ou pas, vous risquerez d'empiéter sur les autres droits miniers et qui n'est pas du tout important. Alors, nous allons répondre aussi à une autre question parce que je parle de temps en temps de la carte de retombe minière. Alors la carte de retombe minière également, on peut nous proposer un modèle de la carte de retombe minière et je vous conseillerais également de... ça, ce n'est pas vraiment le modèle de carte de retombe minière. J'ai vu la carte de retombe minière du cadastre minier, mais c'était un peu difficile d'en avoir pour vous le présenter, mais c'est en quelque sorte ça. Et dans la carte de retombe minière, modèle cadastre minier, c'est vraiment le vrai modèle de carte de retombe minière. Et la carte de retombe minière, mesdames et messieurs, ou ça peut être appelé carte cadastrale, c'est une carte topographique officielle où sont indiquées, les limites de chaque périmètre minier ou des carrières en vigueur, ou dont la demande est en instance maintenue à jour pour chaque province, et zone par les cadastres conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du présent code. Donc je répète pour dire, c'est une carte topographique officielle où sont indiquées les limites de chaque périmètre minier. N'est-ce pas? Or, je vous ai dit que dans un périmètre minier, vous avez la possibilité d'avoir autant de carrés. Hein? Donc, dans cette carte de retombe, hein, on vous indique les limites de chaque périmètre. C'est important. C'est-à-dire, le périmètre X commence ici et se termine là-bas. Or, quand je dis périmètre, ça veut dire tout simplement, c'est une superficie qui est délimitée en surface et indéfiniment en profondeur sur laquelle porte un droit minier ou un droit de carrière. Superficie sur laquelle porte un droit minier ou de carrière. Et dans cette superficie-là, vous pouvez avoir dans votre superficie autant de carrés, comme je dis, autant de carrés dans une superficie bien donnée. Il faut qu'on se comprenne. Alors, cette carte topographique, et quand je dis topographique, ça dit, c'est une technique qui permet de faire quoi? De décrire la configuration des terrains avec tous ces points caractéristiques. Ça, c'est une carte de retombe. C'est-à-dire, on délimite les périmètres. On sait que les périmètres, c'est-à-dire moi, en tant que titulaire des droits miniers,
On te donne un périmètre, on t'indique dans la carte de retombées minières, quand ton périmètre commence, par exemple, à Limete, et se limite dans la commune de la Gombe. Toute cette superficie-là, c'est vous qui allez exploiter ça parce que votre droit minier ou votre permis d'exploitation, permis de recherche, permis d'exploitation des régions ou permis d'exploitation des petites mines, ça vous donne la possibilité d'aller exploiter sur cette superficie. Et sur cette superficie, vous avez également la possibilité, pourquoi pas, d'avoir autant de carrés. Et l'empiètement commence au niveau des carrés. Parce que mon carré sur lequel je fais mes recherches, ça peut empiéter sur les carrés des autres. Et là, ça pose problème. Voilà pourquoi en amont, il y a un travail qui est fait par les cadastres miniers pour nous éviter toutes sortes d'empiètements qui ne sont pas prévus dans les codes miniers. Je pense que nous nous sommes mis d'accord et notre ami Guélor qui a insisté, parce que hier je n'avais pas répondu à sa question, qui nous a encore appelé pour nous reposer la même question, et je salue au fait la sagacité de notre ami Guélor. Vous êtes nombreux à nous suivre. C'est vrai, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est comme ça. Parce que c'est un domaine qui est important, nous avons l'obligation d'en parler, et quand on en parle, vous avez des préoccupations, posez-les, et la semaine prochaine, nous allons revenir maintenant sur l'actualité, et nous allons commencer à prendre l'actualité et la confronter au code minier. L'actualité confrontée au code minier. Tout ce qui est dit confronté au code minier, parce qu'on aura la première partie, ça sera la partie actualité. La deuxième partie, on aura la partie réaction. La population va commencer à réagir et à poser des questions en live, déjà à partir de demain. On va commencer. Il y aura une troisième partie où nous allons commencer à répondre à toutes les préoccupations et pourquoi pas vous amener dans les codes miniers. C'est-à-dire actualité, réaction de la population et réplique. Et dans la réplique, je pourrai répliquer si je suis seul et si d'autres experts également sont là avec moi. On va commencer à répliquer à toutes vos préoccupations parce que nous avons besoin d'en faire une émission populaire, une émission interactive, une émission qui est appropriée par la population. Et tous les amis qui nous suivent à partir de zones d'exploitation, que ce soit artisanale, que ce soit industrielle, ces émissions, vous les aurez, vous allez commencer à les suivre dans vos téléphones, vous allez commencer à les suivre à travers les blogs, vous allez les suivre à travers certains médias partenaires qui vont soit soutirer les sons ou soit faire passer les images. On va travailler de cette façon-là pour aider la population à mieux s'approprier de ces codes et à travailler efficacement et profondément pour que les choses se passent dans les bonnes conditions. Alors, cela étant, nous allons répondre à plusieurs autres questions, parce que là, si on n'a pas le temps, on reviendra avec les autres questions ultérieurement. Alors, il y a une question qui nous a été posée. Qu'est-ce qu'on entend par mutation? C'est, je ne sais pas si c'est mademoiselle ou madame, je ne sais pas, Mireille, depuis Lualaba. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris, mais je pense que c'est Mireille depuis Lualaba. Elle nous a parlé de mutation, elle est étudiante en droit, et elle voulait se faire une idée par rapport à la mutation. Merci beaucoup, madame Mireille, parce qu'il est interdit d'appeler les dames mademoiselle. Actuellement, on parle de madame. Qu'elles soient mariées ou pas, toutes, on les appelle les madames. C'est une notion qu'il faut mettre en tête, parce que j'entends toujours mademoiselle. Mademoiselle, ça n'existe plus. Hein, que ce soit une femme qui n'est pas mariée ou une femme qui est mariée, les deux, on les appelle les dames. Et moi, je me rappelle, j'étais à Genève, en Suisse. Alors, dans l'hôtel où on nous a logés, on devrait se servir. Alors, c'était un système électronique de se servir. Bon, les gens avec qui j'étais, on n'avait pas la maîtrise de comment faire fonctionner ces systèmes pour qu'on puisse se servir, parce que généralement en Europe, si vous allez dans certains grands hôtels,
Il n'y a presque pas de serveurs dans certains grands hôtels pour vous servir de la boisson ou quoi que ce soit. Il faut aller manipuler les pièces. Et en manipulant les pièces, le système robot vous fait sortir la boisson. Alors, nous, on ne savait pas comment manipuler, on devrait demander. Alors, j'ai posé la question à la dame qui était de l'autre côté au comptoir. J'ai dit, mademoiselle, est-ce que vous pouvez nous aider à... Et elle m'a regardé, elle dit, monsieur, moi je ne suis pas mademoiselle, je suis madame. J'ai dit, mais bon, excusez-moi, j'ai cru que vous n'étiez pas mariée. Elle m'a dit, non, mais qu'on soit marié ou pas, on est madame. Voilà, c'était une leçon qu'on nous a fait, et après avoir fouillé, et on s'est rendu effectivement compte que nous, en République démocratique du Congo, on était un peu en retard. Et actuellement, on n'appelle plus les dames, mademoiselles, on les appelle les dames. Qu'elles soient mariées ou pas, elles sont toutes des dames. Voilà. C'est juste une parenthèse et je la ferme rapidement. On revient au droit minier. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mutation? La question qui nous a été posée par Madame Mireille, étudiante en droit. Elle nous suit depuis Lualaba, une belle ville que je salue. Je fais... une tournée là-bas à Lualaba, et je salue également toutes les autorités lualabaises qui nous ont accueillis, et nous sommes allés jusqu'à Muchacha et nous sommes revenus. On a fait une ronde là-bas à Lualaba et ça s'est très bien passé. Mais avant de répondre à votre question, Madame Mireille, il faut mettre en tête que nous ne pouvons pas parler de la notion de la mutation sans pour autant parler de la notion de la modiation, parce que ce sont deux notions sœurs mais qui sont importantes. Pas le même contenu, mais au niveau de la forme, vous allez vous rendre compte que quand on parle de la modiation et quand on parle de mutation, c'est, je ne dirais pas la même chose, mais au niveau de la forme, ça peut s'apparenter, mais c'est au niveau du fond où il y a la différence. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Et je demanderai également à toutes les personnes qui nous suivent de nous suivre attentivement. Il y a d'un côté la modiation, et de l'autre côté, vous avez la mutation ou les mutations, si vous voulez. Les deux, en quelque sorte, ce sont des accords ou ce sont des contrats, si vous voulez. Les juristes sont en train de me comprendre. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Vous êtes en train de nous distraire. Envoyez-nous un message, on va répondre. Alors, quand on parle de contrat d'amodiation, c'est en quelque sorte un contrat de louage. Je suis titulaire d'un droit minier, et j'insiste à chaque fois que je parle de cela, si vous êtes titulaire d'un droit minier, ce sont des prérogatives que l'État congolais vous donne pour faire de l'exploitation et de la recherche. Et les droits miniers, c'est en quelque sorte les permis de recherche, les permis d'exploitation, les permis d'exploitation des rejets, et les permis d'exploitation des petites mines. Ce sont là les 4 droits qu'un droit minier vous accorde. Et ces droits miniers-là, c'est-à-dire les permis de recherche, les permis d'exploitation, les permis d'exploitation des rejets, les permis d'exploitation des petites mines, ces droits-là, vous pouvez les faire louer à quelqu'un d'autre. Là, on est dans la modiation, c'est-à-dire, je peux faire louer mon droit minier à une autre personne. Mais cette personne auprès de qui je fais louer mon droit minier n'a pas le droit de sous-louer ça. Ça, c'est la contrainte que donnent les codes miniers. Et c'est important. Donc, on comprend que dans la modiation, on a deux personnes. Vous avez l'amodiant et vous avez l'amodiateur. C'est deux personnes qui sont obligées de s'accorder autour d'un droit minier, c'est-à-dire autour du permis de recherche, autour du permis d'exploitation, autour du permis d'exploitation des rejets, et autour du permis d'exploitation des petites mines. C'est autour de ça que nous allons faire un accord. Moi, Raymond, je me dis, je donne à Julio, je le fais louer. On signe un contrat. Le contrat, comme vous le savez, c'est une convention entre deux personnes. N'est-ce pas? Qui s'oblige à faire ou à ne pas faire, et qui s'oblige, et il y a des obligations qui entre les deux personnes. Et ce louage-là s'est fait moyennant une rémunération. C'est-à-dire, l'amodiateur doit donner l'argent à l'amodiant. Mais devant la loi, les deux personnes-là sont soumises devant les obligations légales.
que ce soit en matière de fiscalité ou que ce soit en matière de sûreté. C'est important. Ok? Là, nous sommes dans la médiation. On a un amodiant, on a un amodiateur. Mais de l'autre côté, quand on parle de mutation, c'est aussi une autre forme de contrat. Mais ici, maintenant, on a un cédant et un cessionnaire. C'est-à-dire, le cédant, c'est celui qui est titulaire d'un droit minier. Rappelez-vous, quand je parle de la médiation, je le fais louer. Mais au côté maintenant de mutation, ce n'est pas un contrat de louage. Je vais faire transférer mon droit. C'est-à-dire, je vais prendre mon droit, je le transfère à une autre personne. Je prends mon droit minier, je le transfère à une deuxième personne qui s'appelle cessionnaire. Vous comprenez? De l'autre côté, je fais louer, mais dans la mutation, je fais transférer mon droit. En quelque sorte, je me dépouille de mon droit. Si j'étais en train de faire l'exploitation, si j'étais en train de faire de la recherche, ce n'est plus moi qui le ferai. C'est une autre personne qui fera de l'exploitation, qui fera de la recherche. Et cette deuxième personne, dans la mutation, doit être enregistrée au niveau des services compétents de l'administration minière et des services spécialisés, notamment les CAMI. Au niveau de la direction des mines, on doit observer les capacités financières du cessionnaire. Au niveau du cadastre minier, on doit réexaminer les différents dossiers déposés par les cessionnaires. Donc, il y a une deuxième machine qui est ouverte pour examiner ou pour peser les potentialités du cessionnaire. Mais par contre, dans la médiation, moi, je n'ai pas transféré, je reste titulaire de mon droit, mais je fais louer ces droits-là à une autre personne qui s'appelle amodiataire. Amodiant, amodiataire, cédant, cessionnaire. Ce sont là les notions importantes de cette notion-là importante. Je ne sais pas si je me suis très bien fait comprendre, Madame Mireille depuis l'Olab. Donc, vous ne pouvez pas parler de mutation sans pour autant comprendre la médiation. Ce sont les deux notions sœurs, mais qui doivent absolument être maîtrisées. Alors, si je vous amène dans les codes, parce que vous êtes étudiante en droit, je vous demanderai de lire le chapitre 2e, où on parle de mutation. Article 182 du code qui est sous examen. L'acte de cession. Alors, les droits miniers et les autorisations des carrières permanentes en cours de validité, c'est-à-dire les droits miniers en cours de validité, c'est-à-dire la validité d'un droit minier, je ne cesse de le dire, et dans cette émission, je ne cesse d'en parler, la validité d'un droit minier, c'est de 5 ans. Là, on est tous d'accord. C'est-à-dire, ces droits miniers qui est en cours de validité peuvent faire l'objet d'une cession totale ou partielle. Et là, l'exemple que j'ai donné, je parlais de la cession totale. Cette cession est définitive et irrévocable dès l'endossement du titre. C'est-à-dire, dès que le cessionnaire endosse un nouveau titre, ça devient définitif et ça devient irrévocable. C'est le cessionnaire ou les cessionnaires qui deviendra titulaire d'un droit minier et non les cédants, contrairement à l'amodiant et à l'amodiateur. Alors, l'acte de cession contient les prix du transfert du droit ainsi que l'engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis-à-vis de l'État qui découlent du droit de recherche ou d'exploitation, notamment celui de céder à l'État les parts ou actions prévues au littérat 2 de l'article 71 du présent Code. Vous comprenez? Donc ici, j'ai cédé mes droits à un cessionnaire et les nouveaux cessionnaires doivent endosser les titres et lorsqu'il endosse les titres, la cession devient irrévocable et la cession devient définitive. Ce sont là les notions importantes
et nous sommes appelés à approfondir. Et j'invite également d'autres structures qui ne cessent de nous suivre, notamment les structures de la société civile et quelques organisations internationales qui voudront, pourquoi pas, venir sur ces plateaux débattre avec nous autour de cette matière importante. Les portes nous sont grandement ouvertes. Les numéros est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez toutefois surtout nous envoyer un texto. C'est important parce qu'on est plus sensible au texto. Vous pouvez nous envoyer au texto. Nous allons réagir sans problème. Vous pouvez même nous écrire par WhatsApp. On va réagir sans problème et nous allons débattre autour de cette problématique qui est importante. La question de l'amodiant et la question de l'amodiataire, parce qu'il y a toujours des polémiques. À un certain moment, si vous avez un amodiataire qui est insolvable vis-à-vis de l'État, la fiscalité ou l'administration fiscale frappe même l'amodiant, alors que l'amodiant a presque loué son droit minier auprès de l'amodiataire. Tout ça sont des choses qui sont importantes, mais aussi nous sommes en train d'insister sur une matière aussi importante. Et comme vous le savez, vous ne pouvez pas faire un droit, vous ne pouvez pas signer un contrat d'amodiation si vous n'avez pas prévu, par exemple, une clause qui est importante. Nous allons lire ça ensemble avec vous. Parce que quelque part, il est même dit dans les codes sous peine de nullité. Je suis en train de chercher cette disposition. Tout contrat d'amodiation. Voilà. Alors, tout contrat d'amodiation doit comporter sous peine de nullité des clauses fixant les conditions d'entretien et de réinvestissement nécessaire à l'exploitation et au développement raisonnable du gisement. Ça, c'est important. Et nous allons lire également, voilà. Donc, ce sont là les différents, voilà. Alors, il y a aussi cet autre point, tout contrat d'amodiation doit comporter sous peine de nullité une clause résolutoire. Alors, cette clause résolutoire, si vous ne la mettez pas dans les contrats d'amodiation, ça va poser problème. Alors d'où, moi, je suis en train de soulever des questions sur lesquelles nous allons débattre, parce que dès demain, nous commençons par la partie actualité. Dès demain, nous allons prendre également les avis de la population par rapport à toutes les questions relatives au secteur minier. Et nous allons prendre également, nous allons passer à la partie débat ou échange entre vous. Et c'est important à mon avis, parce que la clause résolutoire, ça dit c'est une clause qui vous permet de soumettre aux sanctions la partie qui ne va pas respecter certains engagements. Il faut sanctionner cette partie-là qui ne va pas respecter les engagements. Mais généralement, vous allez voir qu'un amodiant est de bonne foi, mais il a un amodiateur de mauvaise foi, qui ne respecte pas ses engagements. Et si dans votre contrat d'amodiation, vous n'avez pas mis cette clause-là résolutoire, votre contrat sera frappé de nullité. Tout ça sont des questions et les experts peuvent répondre à cette question-là. Les experts peuvent débattre et nous sommes prêts à débattre autour de ces questions puisque le code l'a prévu. Est-ce c'est bon, est-ce c'est pas bon? Il n'y a pas question de dire c'est pas bon, c'est pas bon. C'est écrit, mais c'est à chacun d'entre nous maintenant de donner son opinion parce que si, par exemple, vous êtes une personne morale de droit étranger et que vous êtes domicilié auprès d'un mandataire en mine, vous allez vous rendre compte que vous pouvez également, pourquoi pas, signer un contrat d'amodiation. Et dans le contrat d'amodiation, il peut se faire que le mandataire en mine peut oublier de mettre la clause résolutoire. Soit votre contrat sera frappé de nullité, ou soit, bon, l'administration fiscale, quand elle arrive, elle n'a pas besoin d'explication. Il faut vous engager parce que vous avez à faire des recherches, parce que vous avez à faire de l'exploitation. La base d'imposition est connue et la base d'imposition, c'est votre permis d'exploitation. La base d'imposition, c'est votre permis de recherche. Tout ça sont des questions sur lesquelles nous sommes appelés à maîtriser et à comprendre. Sans cela, vous aurez des problèmes. Vous allez vous dire, mais c'est quoi l'assiette? Mais l'assiette est là, vous avez un permis, l'assiette est là, vous avez un permis de recherche, vous avez un permis d'exploitation. La base d'imposition, mais on va vous dire, mais on va imposer sur base de votre périmètre.
on va imposer sur le bas de votre périmètre. Parce que si vous êtes titulaire des droits miniers, mais vous allez avoir un droit sur un périmètre. Et dans les périmètres, il y a des carrés. Et la base d'imposition est déjà là. On sait que votre périmètre a autant de superficie et la base d'imposition est là. Et l'assiette est là, vous avez déjà un permis. Et la loi vous oblige, parce qu'il y a une question sur laquelle nous allons répondre bientôt avant de terminer, la loi vous exige un temps ou un délai bien précis pour commencer les travaux. Si vous ne commencez pas les travaux, peu importe que vous commenciez ou pas, l'administration fiscale, quand elle arrive, elle sait déjà que l'assiette est là, vous avez déjà un permis d'exploitation, vous avez un permis de recherche, mais bon, l'administration s'en fout, il faut payer. Vous n'allez pas commencer à tourner les pouces et puis à parler français. Non, il faut payer. Et puisqu'il faut payer, généralement, dans les cas d'espèce, vous avez soit un amodiateur qui est de mauvaise foi et il fait n'importe quoi. Mais généralement, dans les contrats de cession ou dans la cession des droits miniers, il ne se pose vraiment pas un problème parce que je cède, je transfère et je me dédouane. Et lorsque déjà le titre est endossé par les cessionnaires, c'est fini. Je me dédouane, ça devient irrévocable et ça devient définitif. Voilà. Les gens aiment vraiment appeler. Et j'ai interdit d'appeler, mais vous continuez à appeler. C'est sur ces mêmes téléphones que je suis en train de travailler. Et là, ça m'empêche de continuer si vous continuez à appeler. Alors, on va répondre à la dernière question. Et cette question, à mon avis, elle est très capitale. La question nous dit, quelles sont les obligations des titulaires des droits miniers ou des carrières? C'est une question qui est pertinente et je pense, à mon humble avis, que les titulaires des droits miniers et des carrières ont également des obligations. Vous pouvez lire avec moi rapidement à l'article 196 de votre code. 196, voilà. On lira, n'appelez pas s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors la question nous a été posée par notre ami Pascal depuis la commune de Kinshasa. Il nous dit ceci, quelles sont les obligations des titulaires des droits miniers et des carrières? Voilà, alors l'article 196 ou 196 nous parle des obligations du maintien de validité du droit. Afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrière, les titulaires doivent, on nous donne les obligations des titulaires. Première obligation, il doit commencer les travaux dans les délais précisés à l'article 197 du présent code. 1. 2. Il doit payer les droits superficiels par carré afférents à son titre chaque année avant les limites fixées à l'article 199 du présent code. 3. Il doit respecter ses engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans les cahiers des charges. C'est important. C'est très important. Alors, si nous allons dans l'article 197, là on parle des obligations à commencer les travaux. Les titulaires d'un permis d'exploitation est tenu de commencer les travaux de développement des constructions dans un délai de 3 ans à compter de la délivrance du titre constatant son droit. Parce que le titre qui constate son droit doit être délivré ou doit être délivré par les cadastres miniers. Je crois l'avoir déjà expliqué dans d'autres émissions. Les cadastres miniers a un rôle important. Va examiner les dossiers du candidat, c'est-à-dire du titulaire, et après, le cadastre minier doit donner son avis auprès de son Excellence, Monsieur ou Madame la ministre des Mines. Et le cadastre minier va également prendre l'avis de l'Agence congolaise de l'environnement avec les autres services spécialisés. Il va donner son avis et le troisième avis, c'est l'avis technique ou l'instruction technique qui est donnée par la direction des mines. Quels sont là les avis qui sont importants? C'est-à-dire vous avez les cadastres miniers, vous avez la direction des mines et vous avez l'Agence congolaise de l'environnement. Ce sont ces services-là qui donnent l'avis à monsieur ou madame la ministre des Mines. Et après avoir donné cet avis-là, c'est alors qu'on va délivrer au titulaire des mines un titre. Ce titre vient tout simplement constater que vous avez un droit minier. Parce que les droits miniers en soi passent par l'appel d'offres. C'est après avoir passé par l'appel d'offres, après vous avoir sélectionné
parmi les candidats qui ont soumis à l'appel d'offres, on vous sélectionne, c'est alors qu'on va commencer à examiner votre dossier. N'est-ce pas? Vous avez déjà votre droit parce que vous êtes sélectionné et on doit examiner vos dossiers à travers les instructions. L'instruction cadastrale, l'instruction technique et l'instruction environnementale et sociale. Lorsqu'on instruit vos dossiers dans cette trilogie, tous les services, cadastre minier, direction des mines, agence congolaise de l'environnement, l'autre donne les certificats de l'environnement, l'autre donne les titres miniers, ok, et la direction technique donne son observation et son avis technique qui sera rattaché à l'avis du cadastre minier. Les trois, on donne maintenant la possibilité à madame ou à monsieur le ministre des Mines de donner, de délivrer un titre minier. Et maintenant, déjà le fait de vous délivrer un titre minier vous oblige à commencer les travaux dans les 3 ans. Pour l'exploitation, j'insiste, permis d'exploitation, dans les 3, il faut commencer les travaux. Si vous ne commencez pas les travaux, on risque de constater que vous, là, vous ne voulez pas que la République démocratique du Congo puisse se faire un peu d'argent. Alors là, ça pose problème. Donc tout ça, ce sont des notions importantes sur lesquelles nous sommes appelés à maîtriser et c'est important. Et hier, j'ai insisté sur le fait que l'instruction en amont qui est faite doit être faite de façon sérieuse parce que c'est la République démocratique du Congo qui s'engage au travers des autorités compétentes. Et ici, l'autorité compétente qui est question, c'est monsieur ou madame la ministre des Mines. C'est important parce que ce sont des personnalités qui doivent s'engager moyennant l'expertise qui est faite par les cadastres miniers, moyennant l'expertise qui est faite par la direction des mines et moyennant l'expertise qui est faite par l'agence congolaise des mines et les autres services connexes, notamment les FNPSS et ainsi de suite. Donc vous comprenez qu'il y a toute une démarche qu'il faut respecter. Si on ne respecte pas cette démarche, s'il y a de la complaisance, parce que vous devez respecter les cahiers des charges. Et ce cahier des charges-là doit être examiné, non pas au niveau du cadastre minier, parce que le cadastre minier se limite plus au niveau du périmètre, pour voir les empiètements surtout. Ça, c'est très important. Mais au niveau de l'agence congolaise de l'environnement, c'est là où il y a des documents techniques importants sur lesquels on va statuer. Notamment, on va statuer sur l'étude d'impact environnemental et social. C'est un document sur lequel on doit faire des études. On doit examiner votre plan d'atténuation et de réhabilitation, mais un autre plan, on va examiner également les plans de gestion environnementale et sociale. C'est dans ces plans de gestion environnementale et sociale où on va ressortir votre cahier de charges et on va voir dans ces cahiers de charges, est-ce que vous avez pris des mesures pour faire les suivis de tout ce que vous avez écrit dans votre EIS. Est-ce que vous avez pris des mesures pour faire les suivis afin de supprimer tous les impacts environnementaux sur l'environnement où vous allez faire soit la recherche ou l'exploitation minière? Vous comprenez que c'est très important. Si ce travail-là n'est pas très bien fait en amont, en aval, il y aura toujours des conséquences négatives sur la République démocratique du Congo. Nous encourageons les parties prenantes à continuer à travailler. Il n'y a pas seulement des questions spécifiques sur lesquelles il faut travailler. Le code minier, c'est un tout. Et nous devons travailler sur toutes les questions qui nous sont présentées dans le code minier. Il ne faut pas seulement qu'on se limite à la RSC, il ne faut pas seulement qu'on se limite à la dotation des 0,3%, il ne faut pas seulement qu'on s'accroche ou qu'on se cramponne sur une question précise. Nous avons l'obligation de parler sur toutes les questions et ce sont des questions importantes et la population congolaise a l'obligation d'en connaître. Si vous avez aimé le dossier spécial d'aujourd'hui, dites merci à Julio Mavula et ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique, à Tichik Samba et aux autres qui ne cessent de nous encourager et de nous aider à arriver chez vous. Dites également merci à toutes ces personnes qui ne cessent de nous envoyer des messages, parce que sur leurs messages, que nous travaillons pour que l'émission soit vivante et pour que l'émission arrive chez vous. Demain, on sera là. La partie actualité, on va vous la donner.
On va également prendre les avis de la population et nous allons continuer ainsi jusqu'à la fin. Merci de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir et à demain. Merci.